Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava, votre émission info-service en Polynésie. Comme ailleurs, la santé mentale est parfois un sujet sensible mais essentiel. Une personne sur quatre peut souffrir d'un trouble mental au cours de sa vie. Alors aujourd'hui, brisons le silence avec nos invités. Toté Joanne Septi, chef du service psychiatrique au CHPF. Yorana. Toté Charles-Henri Martins, psychiatrique spécialisé en psychotraumatologie et médecine de catastrophe. Yorana. Yorana. Toté Laurence Bonac, pédiatre et directrice du Faretamaho. Yorana. Et enfin, Toté Laure Baudouin, responsable du département d'anesthésie et réanimation. Yorana. Alors, Toté Martin, je me tourne vers toi pour la première question. Quand on parle de santé mentale, finalement, c'est quoi? Eh bien, écoute, la santé mentale, c'est un peu par analogie aussi avec la santé physique, c'est-à-dire un état d'équilibre, de bien-être entre tous les éléments, toutes les dimensions qui habitent notre vie intérieure, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, au niveau de nos interactions également, et en négatif, c'est-à-dire l'absence de souffrance durable dans tous ces champs-là, comme sur la souffrance physique, il peut y avoir des souffrances durables qui effectivement interfèrent avec cet état d'équilibre et de bien-être. Alors justement, quand on a un bobo sur le genou, on sait où traiter, on sait comment le traiter, mais comment savoir d'où vient le problème quand tout se passe dans les émotions et dans le cerveau finalement? Bien sûr, alors on s'intéresse finalement comment voir pour soi-même, c'est-à-dire son niveau de fonctionnement. On peut souffrir finalement très temporairement sur le plan émotionnel, sur le plan des idées, et sans qu'il y ait d'impact sur le fonctionnement et sans que ce soit durable. Ce qui signe quand même le sujet, c'est la durée de la souffrance et l'impact que ça a sur le fonctionnement interne, et le fonctionnement aussi en général dans sa vie de tous les jours, avec sa famille, avec son travail. Et à ce moment-là, il faut voir, il faut essayer de voir quelqu'un, déjà peut-être son médecin, peut-être ses proches, pour signifier ce que l'on a et faire un point pour voir un point sur son état de santé psychique, voir évidemment si c'est pas grand-chose par rapport aux événements, ou voir si finalement il y a des choses durables, des stigmates qui nécessitent d'aller plus avant, faire un bilan de tout ça. Toté Joanne, on le sait, hein, la santé mentale, c'est important. De plus en plus de personnes en parlent, mais tout de même, une personne sur quatre peut souffrir d'un trouble mental. C'est la même chose ici en Polynésie française? Alors en Polynésie française, il y a effectivement des chiffres qui orientent vers cette donnée-là. Après, c'est des chiffres qu'on prend toujours avec précaution parce que selon les régions du monde, c'est toujours très variable. Ça dépend aussi des catégories d'âge. On sait que les jeunes, malheureusement, sont encore plus à risque depuis quelques années de développer des troubles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question de la santé mentale, en fait, la question de la santé mentale, c'est pas seulement avoir un trouble ou pas avoir de trouble. Ce que disait effectivement Charles-Henri, je rebondis là-dessus, c'est que c'est vraiment un continuum, que l'apparition d'un trouble, ça signe déjà une situation de détresse mentale qui dure depuis un certain temps, qui a entraîné des conséquences, au point de générer du symptôme. C'est surtout ça. Mais l'action sur la santé mentale, elle doit se faire bien en amont qu'il y a un trouble. Donc si on comprend bien, le trouble finalement, c'est la conséquence d'une détresse mentale qu'il y a eu auparavant. On peut le voir comme ça. Souvent, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs, alors souvent des facteurs environnementaux, des facteurs personnels aussi. Mais il faut bien comprendre que la santé mentale, c'est une dimension qui va quelque part s'accoler entre l'environnement et puis ce qu'on pourrait mettre la santé physique de l'autre côté. Ça va être un peu la traduction de ce que l'environnement nous fait traverser en termes d'émotions et de bien-être et d'équilibre. Tu viens de parler d'environnement. Est-ce qu'il y a une particularité culturelle ou environnementale ici en Polynésie française? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des particularités culturelles. La question, c'est de savoir est-ce qu'on les a identifiées, est-ce qu'on les connaît bien, est-ce qu'on arrive finalement à pouvoir agir en accord avec ça. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus. Après, je dirais que finalement, en santé mentale, chaque histoire est spécifique, est individuelle, propre à la personne. Donc, c'est difficile aussi de faire des cas généraux. Mais effectivement, la question de la culture et du rapport finalement à la parole, au lien, le rapport aux autres, hein, c'est souvent, on dit les problématiques de santé mentale, c'est aussi des fois des problématiques du lien de l'individu avec la famille, avec la société, avec la communauté. Donc ça interroge aussi là-dessus. Toi, Taylor, comment est-ce que la santé mentale peut être impactée par des situations d'accidents graves ou de réanimation, par exemple? On sait que les soins de réanimation sont des soins qui vont d'abord s'attacher à la personne physique. Donc on va traiter des détresses vitales. Et c'est vrai que nous, dans ce cas-là, on met un peu de côté le bien-être mental de nos patients parce qu'on est déjà là pour sauver une vie. Et par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que quasiment la moitié des patients qui sortent de réanimation ont des troubles psychologiques ou psychiatriques, alors, ou qui se sont développés déjà pendant le séjour en réanimation ou qui vont se développer après. Et ça peut arriver jusqu'à plus d'1 an après la sortie de réanimation. Et c'est un gros problème pour nous, c'est qu'on ne les voit pas, ces problèmes-là. Quand les patients sortent, généralement, ils ne reviennent pas vers nous parce qu'ils n'ont pas les clés pour savoir s'ils font des cauchemars. Est-ce que c'est
est-ce que c'est un problème de santé mentale? Tu viens de parler de cauchemar, c'est-à-dire lié à sa réanimation, justement? On a des patients des patients, même ça atteint aussi les familles de patients qui sont en réanimation, qui Mhm. font des stress post-traumatiques, en fait, liés à la vie en réanimation, liés à leur histoire de vie qui s'est passée, ce qui les a amenés en réanimation, et qui se retrouvent à avoir des cauchemars, à avoir des angoisses dès qu'ils passent à côté de l'hôpital et qui ne peuvent plus mettre les pieds dans l'hôpital. Toi, t'es Laurence, tu es pédiatre et directrice du Faret Tamahou. Peux-tu nous dire aussi à quel point la santé mentale, c'est un enjeu, finalement, dès le plus jeune âge? Ah oui, parce que c'est dans l'enfance et pendant l'adolescence que se construisent les individus, les adultes qui vivent. Donc, évidemment que tout traumatisme grave, j'entends, qui peut survenir pendant ces moments-là, enfance, adolescence, qui n'est pas verbalisé, digéré, expliqué, etc., aux enfants ou aux jeunes, peut cristalliser une difficulté, un trouble du développement qui s'exprimera de façon différente en fonction de l'enfant ou de l'adolescent, mais en tout cas va impacter lourdement et précocement sa vie d'adulte. Alors, on parle de l'innocence de l'enfance. Donc, comment est-ce que finalement l'enfant, le jeune adolescent, est impacté et comment est-ce que ça se traduit, ces troubles mentaux ou cette détresse mentale? Eh bien, malheureusement, les enfants et les adolescents ne sont pas toujours exposés à une vie sereine, hein. Il y a parfois des séparations qui se passent mal, de la violence, des consommations autour d'eux de produits illicites, hein, ou licites d'ailleurs. Et de ce fait, les enfants peuvent réagir à un environnement qui n'est pas je dirais, adéquat pour leur développement. Alors, ça peut être toutes sortes de réactions, et en particulier, les changements de comportement doivent interpeller les parents, chez l'enfant comme chez l'adolescent. Des enfants ou des adolescents qui fonctionnaient bien à l'école, qui tout d'un coup décrochent complètement, des jeunes qui fuient la maison, des accès de violence qui surviennent alors que ça n'était pas le cas avant. Voilà, c'est toutes ces petites choses, des troubles du sommeil, bien évidemment, des troubles de l'alimentation, trop manger, pas assez manger. Donc tout ça doit ouvrir des signaux d'alarme dans le cerveau des parents, et ils doivent effectivement demander de l'aide, hein, parce que c'est pas facile de sortir de là. Toi, Joanne, tout à l'heure, on disait que ça dépendait, c'était vraiment au cas par cas, finalement. Mais est-ce qu'il y a des troubles psychologiques, des troubles mentaux qui sont, entre guillemets, généraux? Alors, le généraux, c'est-à-dire les plus fréquents, les plus Voilà, les courants. plus fréquents. Alors, en Polynésie, hein, en Polynésie, il n'y a pas forcément de spécificité au niveau d'une maladie qui serait plus présente qu'une autre. On est à peu près sur des chiffres qui sont superposables au reste du monde. Après, il y a effectivement des choses un peu plus spécifiques qui sont encore une fois liées à l'environnement de vie. C'est-à-dire, si on aborde la santé mentale, c'est un sujet qui est très complexe, hein. Il y a beaucoup de couches à étudier. Dans les facteurs de risque de santé mentale, il y a énormément de facteurs qui sont liés aux conditions de vie, hein, à l'environnement, je dirais, l'environnement urbain, la qualité du logement, la question de l'exposition à la violence, à l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a chaque facteur de risque autant de facteurs de protection ou d'intervention qui sont possibles. Donc on sait par exemple en Polynésie que selon les environnements, certains archipels éloignés ou certaines zones plus urbanisées sur Tahiti, il va y avoir certaines pathologies qui vont s'exprimer plus que d'autres, hein. Comme par exemple? Alors, par exemple, on sait malheureusement que si on regarde les tentatives de suicide, on sait qu'il y a une polarisation un peu des tentatives de suicide autour de Tahiti, parce qu'on sait que l'environnement urbain, ça peut être un facteur de risque. À l'inverse, si on regarde des troubles plus sévères comme les troubles psychotiques, on se rend compte que la distribution est à peu près la même sur toute la Polynésie. Et comment est-ce qu'on traite finalement tous ces troubles en fonction des troubles, de la détresse de chaque personne et surtout en fonction de chaque cas? Alors, le gros enjeu, hein, vraiment l'objectif stratégique, c'est vraiment la prévention, hein. Je le répète et on le répétera jamais assez, c'est qu'on est toujours beaucoup plus efficace à prévenir l'apparition d'un trouble qu'à essayer de le traiter derrière. Pour autant, on a des traitements qui sont efficaces, hein, qui permettent un rétablissement de manière prolongée, qui permettent à beaucoup de gens de retrouver une vie normale. Ces traitements, ils se font de la manière la plus personnalisée possible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'équipes mobiles. On essaie de créer un réseau aussi avec beaucoup de partenaires pour pouvoir offrir des outils différents, des prises en charge différentes, et privilégier au maximum ce qu'on appelle les prises en charge dans le milieu de vie, c'est-à-dire au domicile le plus proche de l'endroit des patients, sans passer par l'hôpital, forcément.
Toi, Laurie, finalement, comment est-ce que vous gérez tous ces troubles mentaux, cette détresse mentale? Alors, je partage pleinement l'avis, hein. Le sujet, c'est l'intervention avant, c'est-à-dire l'éducation, ce qu'on appelle nous la psychoéducation, c'est les outils pour voir si cette douleur, cette souffrance, ce symptôme est problématique ou en tout cas est à risque ou pas. Le côté prévention, justement, alors en travaillant sur les situations de catastrophe en particulier, une population qui est exposée à une catastrophe en direct, une certaine partie va pouvoir développer des troubles ensuite. Donc l'intérêt, c'est de partir précocement, pouvoir donner des informations sur ce qui pourrait se passer et éventuellement faire des soins ultra précoces au tout début après l'événement, donc on parle des heures ou des jours qui suivent, pour justement éviter le développement de troubles mentaux ou de troubles secondaires, qui eux vont rentrer dans une chaîne très pluriprofessionnelle avec des infirmiers, des psychologues, des psychiatres et d'autres fonctions très importantes sur le support. Euh, donc toujours l'intervention précoce et la prévention. Comment on gère quand il y a, par exemple, un traumatisme, tout Comment on simplement? le gère? Alors tout dépend où est-ce qu'on intervient. Où est-ce qu'on intervient en immédiat? Est-ce qu'on intervient en post-immédiat? Alors l'immédiat, c'est dans les 24 premières heures. Est-ce qu'on intervient dans les jours qui suivent ou est-ce qu'on est déjà bien à distance? Si on est vraiment en immédiat, la question c'est l'identification clinique, c'est-à-dire de la symptomatologie, et de voir la personne qui a un psychotraumatisme. L'important, c'est avant tout, il faut savoir que dans ces moments-là, il y a une activation très très forte des centres de la peur. Et cette longueur dans l'activation des centres de la peur va conditionner le fait de développer des troubles après. Donc, on va tout mettre en place sur un plan environnemental, sécurité, sur un plan relationnel, la sécurité sur le plan de techniques qui permettent de faire baisser le seuil d'anxiété, qui permettent de réduire au plus tôt, au plus fort ce climat anxieux pour éviter le développement après de troubles. Et ça, on a une chaîne de professionnels qui vont d'infirmiers, en passant par des psychologues, parfois des psychiatres également, pour justement amener à cette extinction, à cette diminution du stress qu'on appelle le stress aigu, pour éviter le développement des troubles secondaires. Alors, les langues se délient par rapport à la santé Mm. mentale, mais Laurence, pourquoi est-ce qu'il y avait un tabou finalement autour de la santé mentale? C'est toujours difficile de parler de ses émotions à d'autres, de pouvoir aussi avouer qu'on ne va pas bien, hein, que voilà, il faut trouver une oreille compatissante, bienveillante, qui stigmatise pas. Donc oui, c'est toujours difficile, mais je crois que c'est difficile dans pratiquement tous les univers du monde, hein. Voilà, donc maintenant, il est autorisé de parler de ses difficultés, d'une dépression passagère, passagère ou pas d'ailleurs, de sa tristesse. C'est difficile de parler de sa Hmm. tristesse en dehors de certains moments identifiés. Donc oui, maintenant, les gens commencent à parler de leurs émotions. Pour autant, ça n'est ça n'est quand même pas la majorité de la population qui est en capacité de s'exprimer et d'appeler à l'aide quand les choses commencent à gratter un peu, Hmm. à être rugueux, voilà. Donc voilà, je rejoins mes confrères sur la prévention, l'importance de la prévention, voilà. Charles-Henri? Tout est Laurence a dit vraiment le mot-clé, qui est la déstigmatisation. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on peut arriver à parler de sa souffrance psychique, ou en tout cas de ce qu'on a pu vivre quand on parle de trauma, de la même manière qu'on pourrait dire, tiens, j'ai mal au bras, j'ai mal au foie, je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment très, très important quand on regarde le chiffre d'exposition. C'est-à-dire que 70-75% de la population mondiale, hein, est exposée au moins une fois au cours de sa vie à un événement potentiellement traumatogène, c'est-à-dire qui va induire du symptôme. C'est énorme. Dans la population ici, on a déjà 50% de la population en Polynésie française qui a été exposée à des conséquences d'événements en lien avec des catastrophes naturelles ou des événements en lien avec des désordres environnementaux. Donc c'est vraiment d'une prévalence majeure. Si on rentre après dans le plus dur encore, si on parle de violences faites aux enfants, par exemple, et d'antécédents psychotraumatiques, on rentre dans des chiffres qui sont absolument effarants. Et donc c'est important de libérer la parole, qu'on puisse en parler facilement, qu'il y ait des professionnels qui soient formés aussi, professionnels, mais pas que, je pense aux populations générales, à pouvoir faciliter, libérer le fait de pouvoir en parler et avoir des recours divers et variés à hauteur de ce qui s'est passé. Alors, on parle de symptômes et on parle surtout de votre rôle en tant qu'aidant aux patients, mais Laure, ici en Polynésie et partout ailleurs, parfois on étouffe les sentiments et parfois on ne sait pas qu'on est en détresse mentale. Quels sont les symptômes auxquels on devrait faire attention par rapport à notre santé mentale à nous? Bah, c'est tout à fait ça en fait. C'est que on peut parler de choses quand on sait mettre des mots sur ce qui se passe. Mais quand on sait pas ce qui se passe, on a l'impression, un patient qui sort de réanimation, comme on dit tout à l'heure, qui a des cauchemars, qui fait des évitements, qui se réveille angoissé ou qui est angoissé tout simplement quand il passe devant l'hôpital, il se dit bah, c'est normal, c'est la réanimation. Sauf que non, c'est pas normal.
Mais c'est des signes qu'il faut qu'on apprenne à la population, qu'on dise, mais c'est pas normal de faire des cauchemars. C'est pas normal de se bloquer à un moment dans une situation d'être figé parce que il y a quelque chose qui nous rappelle un traumatisme. Donc c'est une éducation aussi à la population de dire, bah voilà, il y a certains signes, il faut pas prendre ça pour de la normalité. C'est des signes qui doivent nous alerter. C'est de l'inconfort et cet inconfort, il ne faut pas le subir, il faut réussir à en parler et à trouver les bonnes personnes pour le prendre en charge. Et si on parle du personnel soignant, parce que je suppose qu'il faut quand même être assez solide mentalement pour pouvoir aider le public, aider Mm. les patients, est-ce que la santé mentale de ce personnel soignant est suivie et tout aussi important? Alors, la santé mentale du personnel soignant, non, elle n'est pas suivie et tout aussi importante. Elle est suivie dans des cas de situations sanitaires exceptionnelles comme on a eu avec le Covid, parce que c'est quelque chose d'énorme qui est arrivé sur la population générale et sur les soignants. Mais en général, elle n'est pas suivie. Donc, ce qui se passe dans les services qui vivent des moments durs, comme les services d'urgence, les services de médecine de SMUR, par exemple, ou les services de réanimation, c'est qu'on fait des réunions interprofessionnelles où on peut échanger sur ce qui va pas. On fait des staffs pour se dire, bon, ben, on débriefe. On débriefe une situation qui nous a semblé catastrophique, qui nous a semblé difficile. Et le fait d'en parler ensemble, d'en discuter avec ses pairs et d'en discuter avec l'ensemble de l'équipe, ça permet d'apaiser la situation. Et après, si on a besoin de plus, on va rencontrer des professionnels de santé mentale chez Joanne, dans les cellules d'urgence médico-psychologique. Justement, une réaction, toi, t'es Joanne, à ce que vient de dire Laure? Oui, c'est important parce qu'en fait, il y a vraiment une différence à faire. C'est-à-dire que les problèmes de santé mentale au sens large, ça va pas forcément mobiliser des psychiatres ou des psychologues. C'est des choses aussi qui peuvent être gérées, je dirais, avec des compétences finalement assez simples, mais avec un niveau quand même de compétences de base, gérées de manière relationnelle ou en équipe. Voilà, mais l'enjeu, c'est d'avoir les bonnes clés pour le faire, c'est-à-dire les bonnes informations, la bonne éducation, entre guillemets, sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Et on parlait un petit peu avant du stigma, du silence. Faut pas oublier que la santé mentale, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Historiquement, ça s'est construit autour du préjugé, de représentations quand même très, soit effrayantes, soit de honte, de choses comme ça. Et aussi une difficulté à nommer quelque chose qu'on voit pas. C'est dur de se représenter quelque chose qu'on voit pas si on n'apprend pas à le faire dès le plus jeune âge, pouvoir l'exprimer après auprès de quelqu'un en qui on a confiance, qui peut être d'un soutien. Donc il y a il y a la question des actions de soins, il y a la question aussi d'une culture de santé mentale à avoir et à nourrir de manière très très large, je pense. Et c'est à ça que servent les semaines de l'information à la santé mentale. Est-ce qu'on peut commencer à en parler? Finalement, comment est-ce que ça a commencé? D'où ça vient, ces semaines de l'information à la santé mentale? Alors, les semaines d'information de la santé mentale, donc ça existe depuis quelques années maintenant, hein, c'est tenu en France, alors je n'ai plus la date précise en tête, et je crois que ça fait maintenant 3 ans, c'est la 3e édition en Polynésie, où finalement l'ensemble des associations, des institutions concernées qui sont un peu en contact avec des populations qui ont des problèmes de santé mentale, arrivent à se réunir, à proposer un ensemble d'actions, d'interventions, qui ont plusieurs objectifs. Hein. Alors je ne vais pas vous faire la liste complète, mais la première, c'est effectivement la promotion, la sensibilisation, l'éducation, je dirais, de la population, du grand public sur ces questions de santé mentale et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est lutter contre la stigmatisation, les idées reçues. C'est aussi, on disait, augmenter les compétences personnelles à disposition de chacun, justement, pour savoir un petit peu comment on va, à qui on peut s'adresser. Il y a la question aussi d'augmenter l'accessibilité aux soins, c'est-à-dire d'être visible, de savoir quand ça ne va pas, qu'on a besoin d'un soin spécialisé vers qui on peut se tourner sur Tahiti. Et puis enfin, je dirais le dernier aspect, c'est aussi de mobiliser, je dirais, un courant plus général, je dirais de la vie civile, donc de politique en général, par rapport à cette question-là qui n'est pas un luxe en fait. Souvent, on pense que la santé mentale, c'est un luxe qu'on va traiter une fois qu'on a traité tous les autres problèmes. Mais c'est une dimension qui est vraiment déterminante dans le bien-être d'une population, dans sa capacité à s'adapter aux crises, dans aussi sa vulnérabilité par rapport à des maladies physiques, son espérance de vie. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. L'accès aux soins par rapport à la santé mentale, mais aussi la sensibilisation. Est-ce que finalement, Laurence, c'est un des rôles du Whare Tamahau et comment est-ce que vous faites pour sensibiliser justement les parents? Alors oui, effectivement, c'est le rôle essentiel du Whare Tamahau et dans la prévention. La prévention, c'est pas des affiches ou des flyers, c'est vraiment en relation avec l'humain. Alors, chez l'enfant comme chez l'adolescent, ce sont des espaces de consultation, des espaces d'accueil, des espaces de réflexion aussi. Donc, soit des consultations quand les
je dirais, les troubles sont avérés, voilà, avec les psychologues, les éducateurs ou les médecins. Et puis des espaces d'accueil qui peuvent être l'espace jeune, les maisons de l'enfance, où on travaille autour de jeunes qui vont bien ou de familles qui vont bien sur, bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'un trouble du sommeil, qu'est-ce que c'est que le sommeil normal d'un enfant, qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est que la dépression chez le jeune, c'est une question qui revient. Aussi autour de la sexualité, c'est une question qui taraude beaucoup les adolescents. Voilà, c'est toutes ces questions abordées de façon sans tabou, mais avec des professionnels qui permettent de répondre justement, le plus justement possible aux questions des jeunes et des familles qui vont souvent chercher une information sur Internet qui n'est pas toujours vérifiée et qui est parfois délétère, on va dire. Voilà. Justement, parlons de cette semaine de l'information à la santé mentale. Comment est-ce que vous intervenez? Alors, on intervient, on est partenaire dans cette aventure des 2 semaines là, et donc on organise tout un tas de manifestations autour justement de la santé mentale. Je dirais l'objectif cette année, c'était en mouvement pour ma santé mentale. C'était pas forcément du sport, ça signifie pas. C'est juste bouger psychiquement et physiquement pour la santé mentale. Et donc, on a beaucoup de cafés par an qui sont organisés dans toutes les maisons de l'enfance de Polynésie, des événements qui sont avec les jeunes de l'espace jeune. Et puis, voilà, donc, et puis après, mes confrères ont organisé également des portes ouvertes, que ce soit au service des addictions, par exemple, de prise en charge des addictions. Je vais laisser Joanne parler pour Sarah Chapelle. Et voilà, mais on a toutes les associations qui, peu ou prou, travaillent pour la santé mentale qui sont autour de tout ça. Avant de revenir avec Joanne qui complétera tes propos, Charles-Henri, toi aussi, tu interviens pendant cette semaine. Tu interviens dans quel sens? Eh ben, écoute, là, je suis venu avec une équipe, avec une autre médecin psychiatre qui est aussi spécialisée en urgence médico-psychologique, donc toute cette partie terrain, catastrophe et prise en charge de l'immédiat. Et là, ça se manifeste sous forme de formation. Donc, on a une semaine de formation à destination des personnels, des professionnels, tant du CHPF que aussi la DG2E. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Une vingtaine, 25 volontaires qui vont avoir une formation qui va de ce premier contact avec la personne psychotraumatisée, enfant, adolescent, adulte, les premiers secours médico-psychologiques ou psychologiques, jusqu'à de la formation beaucoup plus technique et beaucoup plus soin de l'immédiat, des personnes qui ont des tableaux, qui ont été exposées à un événement potentiellement traumatogène. Ça passe aussi par de la mise en situation des ateliers, ça passe aussi par une simulation d'événements, puisque quand on intervient, par exemple, sur le terrain, quand il y a un grand événement, on intervient avec le SAMU. Le SAMU a son dispositif, le poste médical avancé. L'urgence médico-psychologique, la CUMP, a aussi son dispositif. Le poste d'urgence médico-psychologique, on est vraiment sur le terrain au plus près pour voir toutes les personnes au plus près et faire ce tri initial d'informations, d'orientation et éventuellement de soins terrain. Et puis ça passe aussi par les travaux que l'on mène avec nos amis, le fait d'être ici, le fait d'organiser possiblement une conférence également sur le thème de la psychotraumatologie. Voilà, donc c'est quand même très large. Cette sensibilisation est absolument fondamentale pour tous les âges de la vie, et à la fois à destination des professionnels et à la fois à destination de la population générale. Un complément d'information, Tate Joanne, par rapport à tout ce programme-là, on en a déjà dit beaucoup. Oui, alors il est très riche et malheureusement, je ne le connais pas par cœur parce que le comité d'organisation a vraiment fait un très beau travail. Il y a effectivement beaucoup de journées portes ouvertes sur les différentes structures de soins, que ce soit de la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la dictologie. Il y a des conférences qui sont prévues. Il y en aura donc mercredi prochain, le 16, sur le TDAH, et puis suivi un peu plus tard dans l'après-midi sur donc, le psychotraumatisme. Il y a des actions de sensibilisation à l'Université de Polynésie française à destination des étudiants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous livrer de tête malheureusement, mais je crois que le programme est consultable en ligne. Enfin, il est déjà publié, donc j'invite effectivement tout le monde à pouvoir le regarder et trouver quelque chose qui intéresse. Et pour terminer, Taylor, ça a vraiment un impact positif finalement pour cette sensibilisation, cette information autour de la santé mentale? Il faut, parce que comme mes collègues ont dit, il faut pouvoir informer les patients de ce qui se passe chez eux, de ce qui se passe dans leur ressenti, mais il faut aussi réussir à informer les familles, il faut réussir à informer la société, il faut réussir à informer aussi tous les intervenants, que ce soit des médecins généralistes, les médecins de ville. Il y a vraiment toute la communauté qui doit être impliquée dans ce dépistage, cette évaluation, cette prise en charge des problèmes de santé mentale.
Alors j'espère que vous avez pris les différents rendez-vous qu'on vous a cités dans la fin de cette émission pour la santé de l'information à la santé mentale. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites internet du chpf.pf pour vous renseigner. Et vous avez bien sûr pour la santé mentale de vos jeunes adolescents le faretamahau.pf et la page Facebook du Fare Tamahau. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions autour de la santé mentale. Merci. Merci. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à partir de 17h. Bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à partir de 18h. Maururui totatou farerir a trahoma. Parheana.